Donc, je n'ai que 20 minutes, je crois, pour présenter mes idées et je vais essayer d'éclairer l'objectif de l'enseignement de l'anglais au Japon. D'abord, je vais faire un petit aperçu historique de l'accueil des langues étrangères au Japon. Alors, le but, qui était longtemps la réception, est maintenant devenu la production. Donc, comment ce changement de cap va refléter dans l'enseignement, l'objectif de l'enseignement de l'anglais à l'université au Japon. Et en dernier lieu, j'examinerai le plurilinguisme préconisé par le Conseil de l'Europe, ainsi que le cadre européen instrument qui en résulte, dans la perspective de l'université japonaise. Donc, en parlant de l'histoire, je ne serai pas trop longue. Donc, l'histoire de l'accueil des langues étrangères au Japon montre bien que son objectif était limité à la réception de ce qui venait des pays avancés. Donc, cette situation a duré très, très longtemps. Que ce soit les textes en chinois classique, en hollandais, les Japonais ont inventé un système qui était propre à eux pour décrypter des documents. Et ensuite, ils ont assimilé les informations assimilées dans la pensée japonaise. Et cet aspect réception a été le plus sensible vers la fin du shogunat et le début de l'époque Meiji. La modernisation du pays entreprise à cette époque n'aurait pas été possible sans cette tradition de l'apprentissage et de la réception. Donc, l'enseignement de l'anglais s'est bâti aussi sur cette tradition. Mais il y a toujours eu des aspirations sous-jacentes à la compétence orale. Donc, après le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à réclamer la compétence en conversation. Mais malgré cela, l'anglais utilitaire était considéré comme le fonds de commerce des cours à la radio ou des écoles de conversation en anglais. Et tandis qu'à l'université, l'enseignement de l'anglais favorisait toujours la réception. Et cette tradition a été publiquement ébranlée et en 1975, pour la première fois, c'est la grande polémique. Et je vous présente des protagonistes. Wataru Hiraizumi, ancien diplôme converti en député de la Chambre de conseillers, a remis un projet de réforme intitulé « État des lieux de l'enseignement de langues étrangères et quelques orientations pour une réforme ». Et deuxième protagoniste, Shoichi Watanabe, professeur de l'Université Sophia à l'époque, s'est redressé contre ce projet. Et leur polémique a été relatée dans une revue d'opinion majeure entre mai et octobre 1975. Selon le député, je vous présente juste les grands axes, mais le niveau de l'anglais requis dans les écoles est trop élevé pour un résultat désastreux. Et il évoque trois raisons. Premièrement, manque de volonté à apprendre. Deuxièmement, niveau trop élevé requis pour le concours d'entrée à l'université. Troisièmement, inefficacité d'une pédagogie directement transposée des pays anglo-saxons. Et il poursuit donc en résumé. Les langues étrangères représentent tout un système de signes à apprendre par cœur et son apprentissage nécessite... son apprentissage n'est pas fait pour être enseigné dans l'éducation obligatoire. Donc, voici quelques-unes de ses propositions. Il dit au collège, il faudrait enseigner l'anglais comme connaissance minimum. Et au lycée, les cours d'anglais et les cours des langues étrangères, ici, en l'occurrence, c'est l'anglais, mais ils seront dispensés que pour les volontaires. Donc, au concours d'entrée à l'université, il n'y a pas d'examen de langue, il n'y a pas d'examen de l'anglais. Donc, quant à l'objectif d'un tel enseignement, il écrit « Vu la place qu'occupe le Japon dans le monde et la situation du pays, il est préférable que les 5% de la population disposent d'une compétence effective en anglais. » Voilà ce qu'il dit. Donc, il dit que l'anglais n'est pas utile pour
tout le monde. Juste, cela concerne juste les 5% de la population qui sachent utiliser l'anglais correctement. À un tel projet extrême, Watanabe a adressé une controverse violente, concrète et fondée sur l'histoire. Et je ne sais pas qui a eu le gain de cause, mais ce qui est indéniable, c'est que le Japon a changé de cap quant à l'objectif des enseignements de l'anglais au Japon. Donc l'anglais qui sert à rien. Les universités, les écoles ont été souvent critiquées avec ces critiques. Et surtout, après la période de bulle financière, les entreprises demandent de plus en plus l'anglais opérationnel. Donc, en 89, le ministère de l'Éducation a réformé ses programmes officiels. Et là, ils ont déclarait que le but de l'enseignement de l'anglais était de la compétence, former la compétence communicative. Donc l'anglais pour la communication est devenu un objectif social primordial. Et en 2002, il y a eu la stratégie pour la formation de Japonais capables de s'exprimer en anglais. En 2003, plan d'action quinquennal qui a résulté de la stratégie était déclaré. Et ceci constitue un changement radical dans la politique linguistique au Japon. Et depuis 2011, les nouveaux programmes éducatifs, version 2008, se met en place progressivement. Et à l'école primaire notamment, je veux préciser que quand le ministère de l'Éducation parle des langues étrangères, il s'agit très souvent de l'anglais. Donc à l'école primaire, il y a des activités dispensées en anglais, et au collège, 1 heure de cours de plus par semaine, et au lycée, comme ce qui est stipulé au programme, les cours d'anglais sont dispensés en anglais. Tout cela a pour but de favoriser la compétence communicative en anglais et traduit le changement de cap de la politique éducative du Japon. Celle-ci ne vise plus à la réception, mais à la production. Or, comme un tel objectif un peu vague a été fixé en absence totale de la définition du terme de la communication, on observe dans les écoles primaires et secondaires des perturbations non négligeables. Et dans les universités, l'enseignement de l'anglais, pour être franche avec vous, se voit sensiblement déformé. La notion de l'anglais opérationnel est réduite à des cours de conversation, et des entreprises exigent les scores des standards américains comme TOEIC. TOEIC est là pour mesurer la compétence en entreprise. Mais ceci est devenu des références sacro-saints, des références pour mesurer la compétence des étudiants. Et le score de TOEIC est devenu un but en soi. Et on dirait de plus en plus que l'enseignement dans l'université doit servir à améliorer les scores de TOEIC. Donc, l'université étant en train de se transformer en simple école de conversation, il est grand temps d'ouvrir un débat sur cette situation et vis-à-vis de la vocation de l'enseignement à l'université. D'autre part, en évoquant bien la ressource en communication internationale, mais on ne fait pas d'effort pour bien définir la notion de l'anglais en tant que lingua franca. Voilà, le ministère de l'Éducation ne définit pas dans ses documents récents. Ce qui fait qu'on continue à apprendre d'une manière superficielle la culture et les coutumes des pays des anglophones sous le nom de la formation interculturelle. Et on continue à se référer aux locuteurs natifs. Il est temps aussi de remettre aussi la situation en cause. Je vais développer maintenant. Et donc, l'anglais en tant que lingua franca a un nouveau objectif à envisager.
Et dans les textes officiels tels que le guide des curriculum ou bien dans les discours diffusés et dans la société d'aujourd'hui, on ne trouve pas la réponse à la question quant à l'objectif essentiel de la communication. Pourquoi on se communique? En règle générale, l'hypothèse évidente, avancée, dit que l'anglais est la langue internationale dans une société globalisée dans ce lieu commun. Et il semblerait qu'il n'y a que certains chercheurs qui s'inquiètent de l'impérialisme de la langue anglaise et qui le contredisent. Et dans la société japonaise en général, l'importance de pouvoir communiquer en anglais et la nécessité de formation favorisant cet objectif sont considérés comme une évidence. Et certes, c'est indéniable que l'anglais occupe une place de choix en tant que lingua franca d'aujourd'hui. Cependant, il ne faut réfléchir sur les objectifs de l'enseignement de l'anglais. Jusqu'à présent, les Japonais ont eu implicitement pour objectif d'apprendre des choses des pays anglo-saxons. Et ils ont appris l'anglais comme une langue régionale. Mais l'objectif est maintenant de passer à l'apprentissage de langue en tant que langue, lingua franca internationale. Donc, en bref, désormais, l'enseignement de l'anglais se différencie en deux catégories. La première catégorie correspondra à l'enseignement classique de l'anglais en tant qu'outil de compréhension interculturelle, donc l'apprentissage de l'anglais en tant que langue régionale. C'est donc surtout les sections linguistiques ou littéraires anglo-saxonnes qui assurent là, au niveau des universités, cet apprentissage de façon spécialisée. Et la deuxième catégorie correspond à l'apprentissage de l'anglais en tant que langue internationale, qui devront être assurés par l'instruction publique et l'éducation générale de base à l'université. Donc, donc l'anglais aujourd'hui est appelé à jouer un rôle de lingua franca qui est commune à l'ensemble des populations non anglo au fond de naissance. Euh, donc, quels sont plus concrètement les contenus de ces enseignements? Dans le document du Conseil scientifique du Japon, intitulé Perspectives du Japon, proposition de la part des scientifiques de 2010, il y a une section consacrée à la culture générale et l'enseignement général de base du 21e siècle, qui dit que l'enseignement de l'anglais, qui est utilisé largement comme langue internationale, relève d'une autre catégorie que celle de l'enseignement traditionnel de langue et propose qu'il est important d'enrichir cet enseignement en tant que l'enseignement de connaissances de base qui s'articule autour de la lecture académique, l'écriture académique et de la présentation. Et dans la même année, en septembre, un autre document a été publié et donc, la langue étrangère est au fait une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, sur les autres cultures, et que l'objectif de l'enseignement de langue est axé sur compréhension interculturelle. Donc, ce document reconnaît le fait que, vu la position prédominante copie de l'anglais, on ne peut pas parler de cette langue au même titre que les autres langues étrangères. Donc, il propose donc, en prenant en compte le fait que l'anglais est la langue internationale, son enseignement doit envisager et d'alléger les charges culturelles liées à cette langue afin que l'apprentissage de l'anglais en tant que langue internationale ne privilégie pas comme modèle d'apprentissage le processus de son acquisition comme langue maternelle. Donc, ce qui est important ici est d'alléger les charges culturelles
la proposition qui se prête à débat et qui pourrait être embarrassante sur le terrain de l'enseignement, c'est sans doute cet appel à alléger des charges culturelles liées à la langue. Car strictement en parlant, hein, il est impossible d'abstraire de la langue ces éléments culturels. Si malgré cela, cette prescription a été intégrée dans la proposition, c'est parce qu'il y a eu de grandes préoccupations concernant le fait que la prédominance de la langue anglaise puisse être perçue implicitement par les élèves étudiants comme la prédominance des pays anglo-saxons. Donc c'est bref, c'est cela que signifie l'allègement des charges culturelles. Tout en envisageant d'enseigner la langue anglaise, on a souvent tendance à dire, sans trop y réfléchir, que les Américains disent comme ça, ou bien on fait comme ça en Amérique. Cette façon d'apprendre les éléments de la culture spécifique revient à apprendre la culture américaine, tout en prétendant promouvoir la compréhension interculturelle. Donc, cela va sans dire que l'anglais, en tant que lingua franca, doit être envisagé comme une libération des règles adoptées par les lecteurs natifs ne prenant pas comme modèle ceci et doit faire preuve d'intelligibilité en ce sens que lors de la communication entre non-natifs, ceci arrive à une compréhension mutuelle. Donc, lors de la production écrite, orale, on n'est pas obligé de prendre la façon adoptée par les non natifs, mais l'intelligibilité par tout le monde, sur le monde, sera la chose la plus importante, mais cela veut dire pour tout acte de communication par écrit ou par oral, les critères normatifs qui disent mais lorsque l'objectif est l'enseignement de l'anglais lingua franca, à ce moment-là, le respect des éléments phonétiques ou grammaticaux peut poser des questions. Donc, aujourd'hui, au Japon, la prédominance de l'anglais semble semble remettre toutes les autres langues dans l'ombre. Mais au fait, la société japonaise est déjà devenue une société multilingue et ce fait n'est pas encore bien prise en considération par les Japonais. Ce que signifie et ce que signifie multilinguisme est loin d'être compris par le japonais. Et donc aujourd'hui, les Japonais pensent que l'anglais sera suffisant pour vivre dans cette société mondialisée. Mais lors du tremblement de terre du 11 mars de l'année dernière, il s'est avéré que la diffusion d'informations en multilangue a fait défaut, révélant le problème de prise en charge des étrangers qui ne maîtrisent pas le japonais. Et il y a eu également beaucoup de bénévoles étrangères qui sont mobilisés et qui sont venus au Japon pour aider les sinistrés. Et il y a eu aussi sur ce plan le problème de communication et donc, c'était une catastrophe pour le Japon, mais à cette occasion, il y a eu ces problèmes qui sont révélés. Donc, dans les sociétés globalisées, on commence à prendre petit à petit la conscience de l'importance de multilinguisme, le plurilinguisme. Et donc, lorsqu'on enseigne
enseigne l'anglais en tant que lingua franca, comment on peut traiter les problèmes culturels. Mais je pense que pour cela, le cadre européen peut nous servir d'une référence très précieuse. Donc, cette compétence interculturelle est quelque chose de très important pour l'enseignement de langue à venir. Et donc, ici, il n'y a pas de diapo, mais donc, il y a, chez les Japonais, il y a un attrait très diffus vers l'Amérique également. Il y a le besoin d'utiliser l'anglais pour le travail. Mais lorsque, en prenant en considération le cadre européen, on pourrait aborder la question de l'enseignement de langue sous un autre angle, donc de ne pas pour la finalité de l'évaluation chiffrée et de la compétence langagière. Et donc, au Japon, l'enseignement des langues au Japon, y compris et la langue maternelle, la langue étrangère, et donc compréhension interculturelle, qu'est-ce que ça signifie? Ce qui est important, la communication, tout cela, autant de sujets qui constituent le sujet de discussion. Et donc, comprendre une autre culture n'est pas quelque chose de facile, mais c'est pas la culture qu'on doit comprendre, mais on doit comprendre l'hétérogénéité qui peut exister entre cultures. Pour moi, c'est plus simple. Donc, communication n'est pas, c'est pas formellement nécessairement verbal. Communication, c'est des interactions entre les êtres humains, et donc interaction avec l'autrui. Et donc, la communication ne peut pas se réduire à des conversations. Et il faut qu'on envisage, il faut réfléchir sur les moyens de faciliter ces interactions. Et donc, on parle de la communication globale, par exemple mondiale, comme une évidence, mais on commence déjà à faire des interactions avec différentes personnes. Donc, il faudrait savoir faire de l'objectification et donc également la littératie et médias est quelque chose de nécessaire et qui doit être enrichi et davantage désormais. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui est de bien regarder le fait que prendre l'enseignement de langue uniquement comme l'enseignement de la langue anglaise est une mauvaise chose et il faudrait avoir une perspective beaucoup plus large de l'enseignement de langue et surtout au niveau des universités afin qu'on puisse promouvoir les principes de pluralité et linguisme, s'appuyant sur ce qu'on propose le cadre. Je vous remercie. Je suis complètement d'accord avec Madame Tolikai. Alors, je donne maintenant la parole à Monsieur Beako. Monsieur Beako, s'il vous plaît.
鳥海先生、ありがとうございます。言語教育の同僚として御礼申し上げます。熱弁に感謝いたします。非常に私も共感を持って伺いました。テーマとしてのこの外国語教育としての英語の目的ですが、その中で国の目的、国家目的というようなものがあったということが非常に興味深く伺いました。個人的な目的ではなく国家目的ということです。我者一人一人、家庭の中の一人一人が、のニーズではなく集団のニーズということです。それの集団的ニーズといってもその中に、全てが一致するわけではないと思います。家庭の中である子どもは英語を勉強したい子がいる英語だけを勉強したいという子ばかりではないと思います。ですから国の目的、国家目的という点が非常に興味深く伺いました。それから国際共通語としての英語ということですが、この概念は一つの進歩であると言えると思いますが、なぜかといえばそれによって、ネイティブが絶対信仰というものから解放されるからです。ただちょっと強調したいのは、そこで国際共通語のリンガフランカの、実用性ということに関してですが、これはコミュニケーションを取ることにもちろん貢献するわけですが、すぐにコミュニケーションできるということです。で、私の質問は、コミュニケーションというのは機能的ファンクショナルなコミュニケーションを指しているのか、それともコミュニケーションという名前で人と人とのコミュニケーション、つまり人と人が個人と個人の間で言葉を使ってコミュニケーションを達成するという、そういう意味で使われているんでしょうか。つまりコミュニケーションはただ情報を交換し合い、必要な情報を交換し合うことだけではないと思うんです。個人としてのそのコミュニケーションの意味というのについて先生にまたちょっと伺いたいと思います。それの点に関して英語がまた英語の義務として、それが一つのコミュニケーションの個人と個人をつなぐコミュニケーションの道具というその、役目を英語は持つことができるでしょうか。Donc, premièrement, l'apprentissage de l'anglais, on peut le saisir comme but national. L'enseignement de l'anglais, c'est vrai, est mené comme dans le cadre de la politique nationale. Et les besoins individuels ne font pas prévaloir dans cette politique. Donc, motiver individuellement chaque élève à l'apprentissage de l'anglais, apprentissage d'autres langues est difficile. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je répondrai surtout à votre deuxième question. Donc, quand on parle de l'anglais, j'essayais dans ma petite communication, mon intervention, votre question touche le vif du sujet, mais anglais, c'est un moyen de s'échanger des informations, mais la communication, ce n'est pas une simple compétence. Et la langue n'est pas seulement une compétence, ça fait partie de l'identité, ça fait partie des pensées de chacun. Donc, au moyen d'une langue ou de langues au pluriel, on peut construire les rapports avec l'autrui. Donc, les communications se fait avec deux éléments, moi, soi et l'autrui. Donc, communication, quand on parle de la communication, il faudrait avoir cette idée. La communication se fait de plusieurs couches, c'est très complexe et c'est même quelque chose de dynamique. La communication, c'est de construire ces rapports. Et pour ce qui concerne l'enseignement de l'anglais, je pense que cette vision manque. Et j'en suis désolée. Donc, comme l'anglais
et appris par beaucoup de monde, il est temps, je pense, de revenir à la signification de la communication. Et on peut le faire à travers de l'enseignement de l'anglais. Donc, par l'intermédiaire de l'anglais, nous pouvons revenir à la définition de termes de communication. Donc, à l'école primaire, par exemple, si il manque ce point dans l'enseignement à l'école primaire, ce serait très dommage. Et donc, on n'a pas eu le temps de demander à la salle de prendre la parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire des commentaires, ouais. Je m'appelle Naito de l'Université d'Osaka. On commence à parler de la communication. Et donc, l'enseignement de langue anglaise au Japon, son niveau n'est pas très élevé et les étudiants n'auront jamais assez de compétences pour communiquer en anglais. Et donc, comme la communication idéale dont on veut parler pour la compétence langagière des étudiants n'est pas assez élevé, c'est ça le problème. Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai assisté à un colloque à Tokyo, 80% des étudiants se trouvent au niveau A1 de cadre, et donc il y a presque aucun étudiant au niveau de C1. Ouais. Et donc, c'est vrai, et la compétence langagière en anglais des étudiants n'est pas très élevée. Mais donc, à ce moment-là, j'ai fait une explication un peu abstraite de l'explication de la communication. Et donc, même la compétence en anglais n'est pas très élevée. Et si le locuteur arrive à se communiquer avec son interlocuteur, avec des gestes, avec des signes, peut-être. Et donc, cet élément devrait être relié à l'enseignement de la langue maternelle. Donc, chez les étudiants, même chez les lycéens, je trouve des cas où ils parlent sans se soucier de la présence de ces interlocuteurs. Et donc, euh, euh, donc les autres. Et donc, ne parlons ou ne pour faire des interactions avec les autres, on parle, on communique. Et donc, au niveau de les cours primaires, il faudrait ça, on peut faire ce type d'activité dans le cadre des cours.